Alors bonjour et merci d'être là pour ce cours. Et cette leçon, c'est la leçon 32. Normalement, c'est la leçon 32. Alors, donc qui est là? Dominique, Annie, Patrice, Philippe, Claire, Martine, Béatrice, Fabien et Patricia qui arrivent. Ok, super. On va commencer par une prise de refuge. Et puis après, on va voir qu'est-ce que l'on fait avec toute cette matière que je vous ai rajoutée là, mais je vous en ai pas vraiment rajouté. C'est juste triturer la matière qui était déjà présente dans l'extrait qu'on a vu. Sange chö tang tsoge chö namla chung chuk parato dani kyapsuchi dagi jinso gipe sunam ki drola pinchir sange drum parai sho. Voilà. Alors, l'idée, je vous l'ai réécrit au début, l'idée c'était, bien sûr, on continue avec ce même extrait, mais en disant, cette leçon, elle nous permet de revoir ce passage en l'examinant, mais différemment. Et différemment, j'ai simplement repris un peu ce qu'on avait commencé à travailler ensemble la dernière fois, c'est-à-dire en isolant des constructions qui sont volontairement, parfois même, euh, prises à l'intérieur d'un segment. Parfois, c'est un segment tel que je vous l'ai proposé dans l'analyse, du genre Kanki. Ça, on avait déjà vu. Hein. C'est-à-dire, on avait déjà vu. C'était proposé comme analyse. Mais après, il y a des choses comme Chelang qui sont prises à l'intérieur d'un segment. Parce que, évidemment, quand vous faites de l'analyse, vous avez que des X finalement. Hein. Et puis, vous pouvez soit décider que votre analyse, elle va porter sur les deux premiers éléments, soit vous pouvez la faire porter comme ça, soit vous pouvez la faire porter sur l'ensemble. Et ça, c'est la difficulté de l'analyse finalement. C'est de se demander quand est-ce que commence notre bloc, quand est-ce que termine le bloc. Par contre, dès qu'on a un bout de bloc, c'est-à-dire un mot et une particule, on pourrait dire, un élément de base qui va nous permettre de construire une idée plus complexe. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire reprendre des choses très simples, mais pour vous en montrer la structure et la construction, alors je ne l'ai pas écrit formellement, mais avec l'idée que, on remarque que si je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dit à la fin en disant, en étudiant ce qui est ici, on comprend peut-être mieux pourquoi il est si important de pouvoir repérer les particules dans un texte et en comprendre les fonctions, même basiques. Parce que ça donne raison à l'idée de repérer les particules. C'est-à-dire de vraiment, euh, si on a le texte comme ça, c'est vraiment de pouvoir travailler dans le détail à des moments et puis vous dire, ok, là il y a une particule, je sais pas, par exemple, ça, c'en est une, ou même ça à la rigueur, et puis de petit à petit réussir à faire un lien qui est un lien vers le sens que cela exprime. Mais pour ça, faut avoir, et c'est là le sens ou l'utilité peut-être de cette leçon, c'est d'avoir compris ce qui se joue dans ces petits éléments, qui sont à la fois tout simples, mais très, très importants. Par exemple, ici, on prend le premier, Kanki. D'abord, avant de rentrer dans l'explication, est-ce que vous avez eu l'occasion de retravailler cet extrait, que ce soit par la lecture, que ce soit par l'analyse, que ce soit par l'épellation? Vous l'avez un peu travaillé ou pas? Non, pas travaillé, ok. Martine un peu, Claire aussi, ou même beaucoup de... c'est égal. Je distribue pas les bons points, les mauvais points, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste, évidemment, hein, c'est juste savoir un peu comment vous avez vécu ça, quoi, finalement. Patrice? Moi, du coup, j'ai fait du rattrapage, hein, comme je n'ai pas assisté au dernier Très cours, bien, très je l'ai bien. visualisé. Euh, et alors, j'adhère tout à fait à la proposition de pouvoir analyser des petits textes comme la prise de refuge et la partie avec l'analyse de la deuxième ligne des quatre pensées incommensurables. Mhm. Ça, c'est pas mal du tout non plus, parce que
ben voilà, ça m'a permis de faire un petit travail de reconnaissance de particules. Mhm. Parce que finalement, quand on regarde le texte en français, on a quasiment la même chose, mais dans la deuxième, on a un qui, et si on veut le retrouver dans la première phrase, il n'y est pas du tout, puisque c'est un ag, oui, qui sert de particule, si je ne me suis pas trompé. Et là, tu me parles de quel élément que je puisse bien identifier ce que tu me dis. Quand tu expliquais la deuxième phrase avec Dunyel Tang, Dunyel Ki, Ok, dungel tan, dungel kigyu. voilà, donc le Gikyu, on a le Ki, Mhm. mais quand on regarde les deux premières phrases en français, Mhm. j'essaie de retrouver la même structure dans la première que ce que tu expliquais. Mhm. Ok, En fait, c'est là qu'on a la particule qui est morphologiquement variable, et donc on ne retrouve pas le qui, puisqu'il n'est pas là. Il est exactement, remplacé par le exactement. a qui bouge. Ouais. Et ça, je trouvais que sur des petits textes comme ça, le visuel était plus facile Ok, à très bien. transposer. Ouais, bah parfait, parfait. Voilà. Tout à fait. Alors moi, ça me ramène quoi, ça me donne envie de rappeler des choses très essentielles. C'est-à-dire que quand on étudie ces fameuses particules de base, que ce soit le génitif, que ce soit l'ergatif, que ce soit la particule oblique, c'est même si on ne comprend pas encore tout la totalité de leur sens, etc., c'est vraiment de se souvenir de tout ce qu'on a vu sur le fait qu'elles sont morphologiquement variables, que vous appreniez par cœur ou pas les formes, ça, on va dire, ça dépend de votre envie et voilà, de la manière de procéder. Mais par contre, le savoir, c'est très important. Et les avoir identifiés, ne serait-ce qu'une fois, est très important. Pour pas que vous soyez le bec dans l'eau entre un A gigouï comme ça et un K gigouki comme ça, qui est en fait exactement la même particule. Et donc ça, c'est hyper important. Ou alors, si c'est pas celui-là, ça sera celui-là. Mais ça, ce sera très important de pouvoir identifier ces différentes formes de particules. Mais je dirais que là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut faire partie des choses que vous savez, normalement. Hein, parce que c'est vraiment quand même des choses de base. Mais très bien. Philippe, ouais, il y a d'abord Martine qui a levé la main. Oui, Jean-Marc, moi je voudrais revenir sur quelque chose qui me tracasse. C'est les. Moi j'ai écrit sur mon petit carnet Maripa, l'ignorance, l'absence de la connaissance. Oui. J'ai écrit aussi Mindu, je l'avais traduit par il n'y a pas. J'ai écrit aussi Mikapa, l'impermanence. Et Mepa, je l'avais traduit aussi par il n'y a pas. Mais je me demande si ce me, le mi, le mine et le ma, c'est que des privatifs. Je bloque là-dessus. Mhm, mhm, bien sûr, c'est normal parce qu'on n'a pas encore étudié ça. Et c'est vraiment, bah, c'est des très bonnes questions parce que ça va nous faire rentrer dans le détail de chacun de ces petits éléments, ça c'est certain. Mais euh, bah, volontairement, je vous donne pas toute la matière parce que par exemple, juste la question que tu viens d'aborder, on vient de le voir dans le deuxième cours et qui est le cours d'analyse où a priori là, ben tous les élèves ont au minimum 2 ans d'études du tibétain et on voit que bon bah il y a déjà beaucoup de choses. Et on n'a pas tout abordé là-dessus parce que pour l'instant ce que j'essaye de faire avec vous, mais je pense que là tu as quand même compris le principe de la méthode, c'est déjà, même si tu n'as pas l'analyse fine, tu comprends vaguement qu'il s'agit d'une négation. Et à ton niveau ou un autre niveau, là, tous ensemble dans ce cours, ça suffit. C'est-à-dire que Mitakpa, c'est impermanent. Mindu, ben, c'est y a pas. Quoi, n'importe. Si tu veux. Parce que pour l'instant, faut quand même déjà avoir capté qu'il s'agit d'une négation. Et puis après, de quel type de négation il s'agit, on verra. Mais volontairement. C'est-à-dire pour qu'on puisse aller de l'avant sans avoir besoin de tout l'appareillage théorique pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que sinon, on est obligé de faire du tibétain d'une manière très différente. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire du tibétain de manière très théorique et
faut qu'on assume qu'il y a toute une matière qu'on doit absorber avant de pouvoir faire des choses un peu intéressantes. Mais si je fais ça, au bout de 3 semaines, je vous perds. Parce que vous n'allez pas supporter, a priori. Expérience faite, personne n'a envie de se taper des tartines théoriques sur l'auxiliaire, les radicaux verbaux, etc. Donc, dans un premier temps, on avance par petites touches. C'est-à-dire que déjà, ce que tu me dis, c'est super bien. Pourquoi? Pour moi, c'est un bon signe. C'est-à-dire que tu as déjà mis dans la même case, on va dire dans le même sac, des tas de choses qui pour toi se ressemblent. Tu sais pas encore exactement si c'est des pommes ou des poires, d'accord, mais tu sais que c'est des fruits. Donc pour moi, du point de vue méthode, je me dis c'est bien. C'est-à-dire qu'elle a déjà compris que tout ça, ça fait partie du même groupe de choses. Et ça me suffit. Et ça devrait même te suffire, on va dire. Bon, mais ça veut pas dire que je veux pas freiner ton appétit. C'est super bien. Mais déjà, t'as mis dans le bon sac. Ça, c'est super bien. Si tu m'avais fait dans ta liste des choses qui n'ont rien à voir avec la liste, alors là, je me serais dit merde. Là, c'est plus compliqué. Tu vois. Donc, c'est très bien ton intervention, mais j'en profite pour rappeler le sens de la méthode. Le sens de la méthode, c'est on y va par couche. J'ai une fois utilisé le terme de millefeuille, et c'est vraiment... Qu'est-ce qu'elle nous dit, Annie? Elle est en train de se battre avec son ordinateur. C'est vraiment une histoire de millefeuille. C'est-à-dire on y va par couche. Et toutes les couches sont bonnes, mais ça ne veut pas dire qu'on en ait mangé une qu'il n'y en a pas dessous. Il y en a dessous. C'est sûr qu'il y en a dessous. Et il y en a beaucoup dessous. Mais... Bon, ben ça nous laisse l'appétit pour la prochaine. Ouais, absolument. Mais ça ne veut pas dire non plus que il faut... le but de la méthode, c'est pas de fonctionner avec la frustration. C'est-à-dire que je peux te donner des éléments de sens, il n'y a pas de doute. Ça, c'est clair. Et je veux dire, un certain nombre d'explications à tes questions. Ça, c'est très bien. Mais il faut juste pas perdre de vue la hiérarchie en termes de ce qui est important maintenant. Donc ça, mais après on reprendra ces fameuses listes. Il y avait aussi Claire, puis ensuite Philippe. Oui. Alors moi, c'est quelque chose... désolé, je reviens Ah, mais vas-y. au son 31, mais c'est par rapport à la traduction. Ouais. Celui qui voit que les éléments de la production interdépendante sont invariables, entre parenthèses, permanents. Ouais. Alors là, moi, je comprends pas, parce que ce que je comprends, c'est que tout est impermanent, et là, pour une fois, il y a un truc qui est permanent. Et ben voilà, je comprends pas. Absolument. Alors là, on va dire qu'il y a deux choses. Il y a la compréhension du sens, où tu vas forcément comprendre, et puis il y a le deuxième aspect, et c'est marrant parce qu'on a aussi abordé cette chose-là dans le premier cours. C'est le fameux problème du tiers exclu. Donc vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est-à-dire que et ça c'est un problème de culture et de civilisation. Dans notre civilisation, on va se dire que les choses sont forcément binaires. Et on ne se rend pas compte à quel point ça nous influence dans notre compréhension. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que pour nous, et je dis vraiment le nous collectif, nous occidentaux, grandis dans cette civilisation-là, pour nous, soit une chose elle est permanente, soit une chose elle est impermanente. Et puis stop, et ça va pas plus loin. Du point de vue bouddhiste, eh ben, on fonctionne pas avec le tiers exclu. C'est-à-dire on va pouvoir se dire, la chose elle est permanente et elle est impermanente. Les deux sont possibles. Et ça, chaque fois qu'on est confronté à ce mode de pensée qui est un mode de pensée bouddhiste, voire oriental, parce qu'on retrouvera aussi ça chez les taoïstes ou d'autres, on va buter. Et ça, c'est la faute à Aristote. Non, bon là, c'est un peu une blague. Mais c'est un modèle de pensée philosophique où on a construit notre connaissance sur la base de ça peut être ça ou ça, mais ça ne peut pas être les deux. Alors que du point de vue, on va dire oriental, mais c'est vraiment un mot valise, on est bien d'accord, hein, mais
si on fait une séparation très caricaturale du monde, mais dans une sensibilité orientale et donc clairement bouddhiste, on ne voit pas les choses comme ça. Il n'y a jamais d'opposition entre la vérité relative et la vérité ultime. Il n'y a jamais d'opposition entre la vacuité et le fait que les choses existent. Il n'y a jamais d'opposition entre l'impermanence et la permanence. Il n'y a pas toutes ces oppositions qui pour nous sont des oppositions de sens, ne sont pas des oppositions de sens. Donc voilà, là je te fais une longue explication du contexte, mais ça il faut vraiment le comprendre. Pourquoi? Parce que si on le comprend, on se dit c'est pas que moi qui comprends pas, c'est en fait ma grille de lecture qui m'empêche de comprendre. Alors maintenant on peut en arriver à la question précise. Et la question précise, eh ben, requiert cette réponse en disant que si tu as compris que les causes et conditions permettent la manifestation de toute chose dans la relativité, c'est-à-dire que tout phénomène procède toujours du jeu des causes et conditions, tu as compris la permanence de ça. Mais cette permanence-là, qui est la permanence comme quoi tout phénomène est toujours composé, ok. Ah, yes, voilà, ça vient. Yes, Eureka. C'est bon, ça vient. Donc, mais c'est parfait. Donc, si tu as compris que les phénomènes sont toujours composés, tu comprends qu'en même temps, ils sont toujours impermanents. Ok? Là, ça va. Eh bien, exactement. Mais en même temps, pas en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, on exprime deux choses. On exprime la permanence dans le sens de, pour qu'un phénomène existe, il doit forcément être composé. Et s'il n'est pas composé, il ne peut pas exister. Et en même temps, et c'est là le problème du tiers exclu, disons, pour nous c'est le problème, mais ce n'est pas le problème du point de vue bouddhiste. Et en même temps, le fait qu'il soit composé n'est absolument pas antinomique avec le fait qu'il soit impermanent. Mais pour être composé, il doit forcément toujours être composé. Il peut pas. Il est impermanent, et pour être impermanent, il doit être composé. Oui. Et ça, c'est permanent. Ben voilà. Ah, c'est ça qui est permanent. C'est ça qui est permanent, c'est pas le phénomène qui est permanent. Ben voilà, c'était là où je butais. Complètement. Mais non, mais je comprends très bien. Il n'y a pas. On arrive quand même à trouver des choses permanentes, enfin au moins une. Alors, tu vois, regarde, mais c'est génial ce que tu dis. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on arrive enfin à trouver des choses permanentes. C'est-à-dire que les catégories de permanence et d'impermanence sont pas les mêmes du point de vue philosophie bouddhiste que pour nous. Parce que pour nous, c'est donc il y a quand même des choses permanentes. Le philosophe bouddhiste, il te dirait, oui, mais c'est pas qu'elles sont vraiment permanentes, mais qu'en fait, elles sont à la fois permanentes et impermanentes. Elles ne seront pas définitivement permanentes ou définitivement impermanentes. C'est pour ça que si vous regardez tous les sutras les plus anciens, quand le Bouddha parle des choses, et ça a été dit dans ce sutra, c'est ni être, ni non-être, ni être, non-être, ni l'absence des deux. Donc c'est vraiment la voie du milieu. Mais complètement et tout le temps. Mais tout le temps à un point qu'on oublie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas de moments où on se dit, oui, bon, ouais, mais pas là quand même. Ben oui, là aussi. Là aussi. C'est pour ça que on peut pas être catégorique en disant tout est impermanent comme si du genre rien n'existe. Ben non, parce qu'on a une réalité. Parce que moi, ma table sur laquelle l'iPad il est posé, je peux te dire que elle a une vraie gueule de permanence. Hein. Et puis, oui, elle est composée, mais elle est vraiment là. Mais le fait qu'elle soit vraiment là, ça ne veut pas dire qu'elle est impermanente. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas impermanente. Et c'est pour ça que, en fait, là, c'est intéressant. Là, on fait du dharma plus que du tibétain, mais en même temps, c'est le tibétain qui nous amène au dharma. De toute façon, c'est poreux, complètement poreux, mais c'est vraiment intéressant. Parce que, oui, évidemment, et tout le sutra, c'est pour ça que c'est un sutra exceptionnel. Moi, je vous conseille vraiment de le lire dans son entièreté pour voir un peu avec quoi vous êtes connecté, quoi. Je veux dire, c'est vraiment magnifique comme sutra. Donc, on est vraiment au cœur du mystère. C'est-à-dire, on est au cœur du mystère qui fait qu'il y a des phénomènes et qui fait qu'en même temps, ces phénomènes, si on les comprend, on comprend l'absence de réalité des phénomènes. Mais l'absence de réalité des phénomènes, on les comprend, on comprend ça
par le biais des phénomènes. C'est-à-dire qu'on comprend la nature. Comprendre. Mais exactement, et c'est le sens même du sutra de la pousse de riz. C'est-à-dire que le Bouddha, rappelez-vous du début du sutra, vous avez peut-être oublié le début, mais il vous dit, si vous comprenez ça, il est en train de pointer une pousse de riz. Hein. Il dit, si vous comprenez ça, vous comprenez le sens du Dharma. Si vous comprenez le sens du Dharma, vous comprenez ce qu'est le Tathagata. Vous vous souvenez de ça au début? Mais c'est incroyable, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il dit à travers un pouce de riz, à travers une pousse de riz. Mais je veux dire, une pousse de riz, au moment où le Bouddha parle, une pousse de riz, c'est, je veux dire, c'est comme s'il disait de l'hyper basique. C'est-à-dire, il n'est pas dans la philosophie compliquée. Il n'est pas en train de montrer un Khazar ou le boson de Higgs, quoi. Il est en train de montrer Le plus grand nombre. le plus grand nombre. Il est en train de montrer le truc que tout le monde voit tous les jours. Eh bien, il est en train de dire, ça que vous voyez tous les jours que vous avez sous le nez, eh bien, si vraiment vous le voyez, si vraiment vous comprenez le mystère absolu et définitif de tout. Et vous comprenez même l'éveil, et vous comprenez même ce que c'est qu'un Bouddha. Tip top. Merci. Tu vois? J'aimerais. Mais c'est pour ça que moi j'adore ce sutra, parce que c'est un sutra qui part du plus banal, ordinaire qu'on puisse imaginer, pour arriver au plus sublime. Mais c'est exactement justement cette absence de tiers exclu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la pousse de riz et l'absolu. Philippe. Oui, voilà. Donc on peut dire que l'impermanence est permanente. Mais c'était pas ça ma question. Oui. On t'écoute. J'en reviens au support, Ouais. du coup, et sur l'analyse et la structure, sur ton troisième paragraphe, Oui. Manorwa, Oui. donc qui est ne pas se tromper. Oui. Je pense que tu t'es trompé justement, Ok. parce que tu as marqué que la particule de négation ma se met après un verbe nominalisé. C'est avant, non? Ah oui, c'est avant, excuse-moi, totalement. Oui, c'est parfait quand même. Oui, mais bien sûr. Ah là là. Consiste à placer une période de négation après. Ben non, évidemment. Excuse-moi. C'est avant. C'est avant, voilà. C'est avant. C'est Il y a donc pas après, c'est avant. Désolé, vous corrigez. Hein. Non, Il y non, a un mais. autre truc aussi sur la Nampar Chinois. Oui. Donc tu dis que la particule oblique là, mais là c'est un ras, c'est parce que le là est morphologiquement variable, c'est ça ou... Ah, bravo. Ok, bon, je voulais savoir. Ah non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que moi je vous dis un là. Parce que c'est un là donne. C'est parce que la particule, c'est la donne. C'est une particule là. Mais c'est clair, là j'ai réagi de manière très tibétaine, on va dire. C'est-à-dire que pour moi, ça, C'est un là. c'est un là. Ok. Mais évidemment, c'est un ra. Mais vu qu'un la donne est morphologiquement variable, surarutu la tu. Hein? Mais bon, alors là, voilà, là je vous l'ai déjà dit à peu près 10 000 fois, mais soit vous apprenez par cœur les 7 formes, ce que je ne vous conseille pas forcément de faire, mais sinon, en tout cas, sachez-le. Hein. Parce que ça veut dire que quand vous avez un ra, quand je vous dis que l'important c'est d'identifier ne serait-ce que la présence de la particule, ça ne veut pas forcément dire de la comprendre, mais ça veut dire la présence. C'est-à-dire que là, à votre niveau, quand vous êtes dans le texte comme ça, vous avez le texte, normalement, quand vous avez le texte là, vous devriez, sans comprendre le sens de toutes les particules, en tout cas pouvoir dire où sont les particules. Hein. Donc le travail de repère, c'est un vrai gros boulot sérieux. Hein. Parce que ça veut dire que le ra, faut pas le rater. Idéalement. Alors après, on peut faire des erreurs. Mais quand même, le travail de repère, c'est pas un petit boulot. C'est un vrai boulot. En fait, c'est un peu ce qu'a fait Martine. C'est-à-dire que le boulot de repère, c'est ça du repérage. Ça ne veut pas dire, quand vous avez repéré, ça ne veut pas vous dire que vous comprenez l'entièreté de tout ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que vous savez que ce ra-là, il a une gueule de là, en fait. Et puis après, ok, vous comprenez peut-être pas tout de ce ra, mais vous savez que ça, c'est une particule. C'est pas... Qu'est-ce que je veux dire par particule? Peut-être qu'il faut... Mais je me rends compte que
c'est pour ça que le tibétain c'est génial, parce que c'est un autre univers de pensée. Donc quand moi je vous dis particule, ben, je suis comme vous, je pense particule. Par contre, peut-être la différence, c'est que il y a une chose que je vous ai pas dite, mais qui pourtant est apparente tout le temps, c'est qu'une particule n'a rien à voir avec un mot. C'est-à-dire qu'une particule, c'est toujours quelque chose que l'on rajoute. Une particule, c'est comme un sticker que vous collez sur un truc. Ok? Le sticker, il fait pas partie du mot. Ce qui fait que quand tu as, on repart là dans Shiwar, Shiwar n'est pas, Nampara Shiwa, on est là. Quand tu as ça, Nampara Shiwa, éventuellement, vous pourriez le lire Nam par et penser que Nampar c'est le mot, ok? Mais non, Nampar c'est pas le mot. Le mot c'est Nam. Éventuellement, le mot c'est Nampa, mais c'est surtout pas Nampar. C'est-à-dire qu'une particule, c'est un sticker que vous posez sur une chose. C'est l'étiquette que vous avez mise sur la pomme. Mais l'étiquette, c'est pas la pomme. Ok? Donc, Nampa, c'est le mot, et Ra, c'est la particule. Ok? Et ça, c'est ça que j'appelle du repère. Après, réussir à me faire une explication profonde et complexe du sens de Ra, c'est une autre histoire. Mais déjà, il faut avoir vu que Ra, c'est une particule. Donc, c'est les stickers. Vous repérez les stickers dans une phrase. Patrice, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je baissais la main, parce qu'en fait, c'était pour reformuler par rapport à la question avec Claire. Oui. En tout ce que tu as expliqué, donc, l'impermanent, tout est impermanent, mais ce caractère d'impermanence à toute chose, ce caractère aussi de définition, elle est permanente, c'est ça? Ou pas? Non, je réfléchis. C'est le fait de dire que tout est impermanent, ça c'est quelque chose qui peut être permanent. Oui. Ce serait ça? Ouais, ce serait ça. C'est l'idée d'impermanence qui est permanente. Ce serait ça. Ce serait ça. Ok. Ce serait ça. Là, mais pourquoi je dis je réfléchis? Parce que à force de raisonner en termes bouddhistes, on va dire, hein, du point de vue philosophique, je me dis qu'en même temps, il n'y a pas d'absolu dans le fait de dire que tout est impermanent. C'est-à-dire que même cette idée que l'impermanence puisse être permanente, cette permanence-là n'est pas une permanence absolue. C'est-à-dire que, en fait, alors ça c'est une déformation bouddhiste, on va dire. C'est-à-dire que la déformation bouddhiste, c'est qu'on va se méfier de tout absolu. C'est pour ça que, par exemple, dans la voie du milieu de Chandrakirti, on verra la vacuité de la vacuité. C'est-à-dire, mais ça c'est un vieux truc, ça, entre nous, on pourrait presque le qualifier comme étant une angoisse existentielle, j'exagère un peu, mais c'est un peu une angoisse existentielle bouddhiste. Pourquoi? Parce on voit dans l'histoire de la pensée bouddhiste, on voit énormément de soins mis à ne pas saisir. Parce que s'il y a un gros mot chez les bouddhistes, c'est saisir. Donc, toute forme de solidification est vue comme potentiellement dangereuse. Donc, c'est pour ça que vous avez cette fameuse citation de Saraha, je crois vous l'avoir déjà dite, qui nous dit « Saisir la réalité, c'est aussi stupide qu'une vache. Saisir l'absence de réalité, c'est encore plus stupide qu'une vache. » Et ça, c'est typique de la pensée bouddhiste. C'est-à-dire que d'avoir une vue de la vacuité, c'est très bien, mais de penser que donc tout est vacuité, ça, c'est pas très bien. Mais parce que... Non, mais là, on fait du dharma. Hein. Alors pourquoi pas, on peut faire du dharma aussi. Mais on fait du dharma dans le sens où il faut bien comprendre que avec la pensée bouddhiste, mais on fait du dharma en faisant du tibétain et c'est bien. En faisant du dharma, on se rend compte que on est obligé de passer dans un monde de représentation, donc dans un monde conceptuel très différent. Et ça, c'est notre difficulté aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, quand je viens de dire ce que je vous ai dit là,
On n'est pas dans des arguties, on n'est pas dans des volontés de botter en touche, ça n'a rien à voir. On est simplement dans quelque chose de très pragmatique qui fait que si par exemple je vois un objet et que je me dis qu'il est permanent, ok, c'est pas grave. C'est pas grave parce que par mode, en ayant recours à mon intelligence de base, celle qu'on a tous en partage, on va pouvoir comprendre que oui, bon, bah ok, d'accord, je veux dire, le bloc de rocher que j'ai en face de moi, il est manifestement permanent, on est bien d'accord, mais on arrivera tous à admettre que avec quelques bons coups de dynamite, on va pulvériser le rocher, puis qu'a priori, on peut en faire du sable. Je veux dire, on y arrive. C'est pas un problème. Donc on pourrait dire que notre intelligence basique, elle nous permet largement de comprendre que oui, il est permanent, mais quand même pas tant que ça. Maintenant, si je me suis construit l'idée d'une espèce d'impermanence absolue, nébuleuse, hors de la réalité, ça, cette construction-là, qui est une construction purement mentale, ça va être beaucoup plus compliqué de la déconstruire. Parce que l'attachement à cette construction mentale va être beaucoup plus puissante. Et donc, psychologiquement, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est convaincu de la non-existence absolue des phénomènes, il va s'y accrocher comme une bête, parce qu'il va avoir l'impression que là, ça, c'est le summum du truc, et donc il ne va pas vouloir le lâcher. Et donc, en fait, ben, il va faire pire qu'une vache, d'une certaine manière. C'est ce que veut dire Sarah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grande stupidité. Il n'y a pas plus grande stupidité que de croire que une idée de non-existence est existante. Si je peux me permettre une dernière formulation, parce qu'autrement on risque de tourner en rond, on pourrait dire que l'impermanence, c'est l'existence des choses en continuelle transformation. Ouais, tout à fait, bien sûr. Bon. C'est clair. Non, c'est sûr. C'est sûr. Non, tout à fait. Non, très bien. Donc, alors, et là, on peut revenir au tibétain. Donc là, vous avez compris le sens de cette leçon. Le sens de cette leçon, c'est de reprendre des petits éléments qui ont l'air de rien, mais qui sont effectivement extrêmement importants. Donc, par exemple, le premier, alors je vous les ai pris du texte, mais vous pourriez les transposer dans n'importe quel contexte, évidemment. Vous avez ici Kangi, le premier. Donc, est-ce que vous le comprenez dans la construction, dans ce qu'il peut vouloir dire? Ouais, c'est clair pour tout le monde? Voilà. Alors, comment vous me l'expliqueriez? Qui veut me l'expliquer? Oh, bah, dis donc, ça se... Bah, vas-y, Dominique. Ouais. Ouais. Et puis après, il y a Qui, Fabien, voilà. Attends, alors du coup, alors vous ouvrez tous. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Non, alors attends, on va donner la parole à Dominique parce qu'elle n'a pas encore parlé aujourd'hui. Et puis après, bien sûr, vous pourrez tous et toutes intervenir. Dominique, vas-y. Alors, le Gui, c'est une particule agentive, Mhm. ergative. Ergative, inventive, éventuellement instrumentale. Là, comme devant, c'est il, donc c'est une personne, donc c'est plutôt. Ça peut être instrumental, mais là, ça serait plutôt Ouais, il et l'agent, quoi. absolument, très bien. Et puis, continue. Euh, donc, comment on pourrait dire en français? Euh, c'est lui, quoi. Quel qu'il soit, quel qu'il est. Qui que ce soit qui. Qui que ce soit, voilà. Qui que ce soit, ouais, tout à fait, bah, c'est ça. Alors ça, c'est la concision du tibétain, kanki, et la difficulté du français. Tu viens de l'exprimer parfaitement. Pour le tibétain, c'est super simple. Pourquoi c'est super simple? Dis-moi ce qu'on est en train de faire là. De manière synthétique. Dis-moi ce qu'on est en train de faire. De dire que il y a un agent qui est... Exactement. Et comment est-ce qu'on fait pour dire qu'il y a un agent?
On prend un pronom, puis on dit c'est lui. Non. Pour faire qu'il y ait un agent, on prend une particule et on marque le mot qui précède. Ah mais oui, mais quand on dit que c'est lui, ça veut dire par la particule, on dit que c'est lui. On prend Très bien. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Oui, très bien. On prend le Kong et puis on lui met la particule pour dire que c'est lui. Très bien. Donc ça veut dire qu'on transforme le Kang, hein, on transforme le Kang grâce à la particule. Ça, c'est un truc super important. Ça, à ce stade, vous aurez tout l'été pour réviser. À ce stade, vous devez le savoir. C'est-à-dire alors là, je vais être directif en disant, vous devez savoir ça. C'est-à-dire, vous devez savoir que la particule a un pouvoir de métamorphose de l'élément qui précède. C'est un marqueur grammatical, comme l'a dit Dominique. C'est-à-dire, c'est un marqueur grammatical qui nous dit que ce qui précède, très bien, c'est un agent ou c'est un instrument. Hein, donc, soit ergatif, soit instrumental, ça on est d'accord. Mais donc, c'est un pouvoir de métamorphose. Ça, il faut vraiment conceptuellement le comprendre. Pourquoi je dis métamorphose? Parce que si vous avez Dominique, c'est juste Dominique. En grammaire, Dominique, c'est un cas à l'absolutif. C'est juste Dominique. Si vous avez Dominique qui est transformé en acteur, c'est Dominique qui. D'accord? Si vous avez Dominique qui est transformé dans le sens d'une métamorphose en bénéficiaire, c'est pour Dominique. En fait, Dominique, à l'absolutif, Dominique tout court, n'existe pas. Pourquoi? Parce que du point de vue bouddhiste, elle n'existe pas d'une manière absolue. Pourquoi? Elle existe toujours en relation avec quelque chose. Coproduction conditionnée. Pourquoi? Parce que Dominique peut à la fois être Dominique, elle peut à la fois être Dominique qui, et elle peut à la fois être Dominique pour Dominique. D'accord? Donc ça veut dire que Dominique, c'est pas quelque chose qui est invariable, c'est quelque chose qui se transforme. Donc, la particule, ici, ergative instrumentale, elle a un pouvoir de transformation sur ce qui précède. Quelque chose qui n'est pas agent devient agent. Quelque chose qui n'est pas instrument devient instrument. Vous pouvez très bien dire j'ai une main et vous pouvez dire j'écris avec la main. Donc une fois vous dites simplement que vous avez une main, donc voilà, on pourrait dire une possession, puis à un moment donné vous dites vous écrivez avec la main. Et donc elle devient l'instrument. La main toute seule n'est pas un instrument. En tibétain, ça donnerait quoi? Eh bien c'est toi qui vas me le dire. La... Et moi, je vais simplement te dire, parce que je suis très gentil, je vais te dire que la main, c'est l'akpa. Et là, maintenant, tu vas me dire quelles sont, justement, les métamorphoses que tu peux opérer sur la base de l'akpa. Exactement. Mais je suis très content que tu poses la question, parce que c'est exactement là où je veux vous faire arriver. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, si vous êtes un peu créatif, vous allez exactement vous dire ce genre de choses. Donc, je fais quoi avec tel autre mot? Eh bien, en vous montrant ça, je vous montre comment vous allez faire avec d'autres mots. Donc, vas-y. Donc, l'akpaki, c'est la main qui fait quelque chose. Bravo. Donc, dans ce cas-là, la main devient un instrument. Et si tu veux dire l'akpa qui est, dans ce cas-là, le bénéficiaire, tu diras quoi? Ça serait là, je sais pas. Comment tu dirais? Comment tu dirais? L'akpa en par ou enfin non. L'akpa. Quelle est la particule qui a le pouvoir de transformer un mot en bénéficiaire? D'abord théoriquement. Quelle est la particule qui a ce pouvoir? Théoriquement. Là. Laquelle? Le génitif. Là. Le génitif. Le latin, non, c'est ça? Le latin. Patrice, tu as dit le la. Fabien, tu dis le latin, c'est très bien. Martine, tu dis le génitif. Non. Non. Alors, non, mais c'est ok, mais je me rends compte. Non, mais c'est parfait ce cours, parce que pour moi, ça me pose des défis pédagogiques où je me dis, mais comment trouver les moyens de vous faire comprendre ça d'une manière simple?
Mais je pense que vraiment, je ne sais pas comment faire, mais essayez vraiment. Je vous ai dit une fois que les particules, c'est des Pokémon. C'est-à-dire, des Pokémon, c'est des cartes de pouvoir. Alors, c'est peut-être pas la bonne image. Donc, j'essaye avec des stickers, hein, des étiquettes, des marqueurs, j'essaye de vous faire comprendre qu'en fait, euh, ces fichus trucs-là, qu'on appelle des mots en tibétain, qu'on appelle particules, ils ont un pouvoir dingue. Leur pouvoir, c'est de transformer ce qui précède. Ok? En gros. En gros. Donc, quand on dit transformer ce qui précède, c'est-à-dire que ce qui précède, ben, c'est jamais d'une manière absolue un bénéficiaire. Donc là, on est en train de parler de la main. Donc, qu'est-ce qui transforme en bénéficiaire? C'est effectivement un laton. Pourquoi le génitif ne transforme pas en bénéficiaire? Parce qu'il est instrumental, parce qu'il transforme la main Non, en instrument. non, Il non. détermine. Il colle. Il détermine, ok. Il y a Patrice, tu as fait ce geste. Mais en relation. Il met en relation. Dominique, tu voulais dire quoi? Il colle deux choses ensemble. Il colle deux choses ensemble, il met en relation. Très bien, vous avez compris le sens. Donc tu vois, Martine, le génitif, il met en lien. Mais ça, et c'est pour ça que vous me posez un sacré défi pédagogique. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Mais c'est pas un défaut, hein. C'est qu'est-ce que vous comprenez pas dans le sens comment réussir à vous faire comprendre ça. C'est-à-dire, c'est comme si vous deviez voir des particules. Je sais pas, faudrait peut-être donner des images. Et le génitif, c'est de la colle, quoi. Vous avez, après vous les trouvez les images, j'en sais rien. Mais le génitif, c'est du lien. Le génitif, il fait un lien. Je vous ai montré 15 fois la formule. C'est x plus x. C'est un lien. Ça, c'est le génitif. D'accord? Le ergatif instrumental, c'est une flèche, si on voulait mettre une flèche. C'est-à-dire que c'est un acteur qui produit une action en direction de. Un datif locatif, c'est-à-dire une particule oblique, c'est une flèche dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est une particule qui va indiquer que ce que l'on va dire se rapporte à ça. D'accord? Alors que ce soit mis sous forme de flèche, sous forme de lien, sous forme de plus, ou j'en sais rien, mais il faut vraiment réussir, en tout cas pour ces trois familles de particules fondamentales, de vraiment définitivement associer leurs fonctions de base. Et leur fonction de base, la particule oblique, c'est-à-dire le La plus toutes les 7 formes du La, a le pouvoir de transformer en bénéficiaire, ou on pourrait dire le pouvoir de localiser. Le génitif a le pouvoir de faire le lien, et l'ergatif instrumental a le pouvoir de faire un acteur. C'est des pouvoirs transformatifs, c'est des pouvoirs de métamorphose. Elles ont ce pouvoir-là, ces particules. Ok. Il y a des petits moyens mémotechniques. Alors, vas-y. Vas-y, Par Dominique. exemple, le génitif, ça colle, donc ça fait deux. Ok, Patricia, pas de problème. Tu nous dis que tu dois partir, pas de problème, pour un rendez-vous. À bientôt, Patricia. À bientôt. Tout bon. À bientôt, merci. Dominique, tu disais, redis voir. Sur le génitif, c'est de la colle. Donc, ça fait, si on colle deux choses ensemble, ça fait deux. Et si on traduit en français, c'est deux ou du. Donc, génitif, deux. On peut l'associer au 2, quoi, au chiffre 2, même à la limite. Ok, ça c'est ton moyen. Très bien, très bien. De toute façon, on va voir, peut-être qu'on va piquer tes moyens. Le locatif, c'est là, en fait. Là, L-A, accent aigu. Non, grave. Accent grave. Non, pas accent grave. Accent. Ah oui. Accent grave, pardon. Donc c'est le là, voilà, ça indique le lieu, ça indique l'incidence, donc c'est là. Donc là. Là. Le moyen mnémotechnique, c'est là. C'est pas toute ton explication. Le moyen mnémotechnique, c'est là. Oui, voilà. Ok, là. Ok, très bien. Le
Le troisième, c'est un agent. Donc l'agent, c'est celui qui est acteur. Donc agentif, c'est acteur, c'est forcément le sujet. Enfin, je sais pas, là c'est pas un moyen mémotechnique, c'est un moyen déductif, quoi. C'est Très bien. mémotechnique, je sais De pas. toute façon, Entre le 2 et le lala, ça c'est sûr. ouais. Et le troisième, c'est une déduction verbale, quoi. Je sais Ouais, il pas. faudrait trouver. De toute façon, quelle que soit votre technique, là, franchement, soyez créatif ou soyez pas créatif. La seule chose, alors là, c'est pour ça que je suis un peu plus directif. Là, j'ose pas dire je veux, mais j'aimerais vraiment que ce soit clair. C'est-à-dire que les fonctions de base soient vraiment comprises. C'est super important. Parce que ensuite, toute notre analyse, elle va découler de ça. Si vous bloquez là-dessus, ça va être compliqué. Parce que justement, après, compliqué parce que des fois, on essaie de résoudre un problème où il n'y en a pas. C'est-à-dire que pour le kangi, on l'a bien vu avant, le kangi, il est super intéressant, parce que bien traduire le kangi en français, c'est compliqué. On a vu avec Dominique avant. Et ça, c'est vrai, parce que, comment on va dire ça? Oui, mais en tibétain, c'est super simple, parce qu'en tibétain, on n'a pas ce problème-là. En tibétain, on s'en fout. En tibétain, on a n'importe quel mot, plus qui. Et puis, point. Point, passé, il n'y a rien à voir. C'est terminé, c'est fait, c'est réglé le problème. On n'a pas un problème de traduction, on dit kanki. Donc, je veux dire que lui, il est acteur. Donc, lui, il est acteur, vous dites ça comment? Lui, c'est quoi? Il. Hein, d'accord. C'est Kong. Vas-y, Kong. Donc, vas-y, Patrice, t'as ouvert le micro. Donc, Kong, il est acteur. Oui, sorry, je prenais des notes. Très bien, pas de problème. Alors, Fabien. Kong est acteur. Tu me dis comment? Konki, Bravo. Très bien. Philippe, la voiture est acteur ou instrument. Mocha. Comment la voiture Moka? Mocha. Mochaki? Très bien. Martine, Dominique est bénéficiaire. Attends, t'as le micro fermé. Pas grave. Alors? Je dirais le bénéficiaire. Ouais. Je dirais Dominique qui? Et non. Qui? Non, Dominique là. Ah ben voilà. Ah oui, il faut que je révise. Les particules, c'est un truc que j'ai. Faut vraiment que je passe mes vacances dessus. Ok, alors écoute, fais-le. On pourrait l'associer avec une couleur. C'est comme une couleur. C'est comme si vous avez. Une fois, j'avais essayé d'utiliser ça. Vous avez du lait et vous avez 3 couleurs. Le lait, c'est à l'absolutif. Donc, admettons que une particule soit une couleur. Ben, vous mettez de la couleur dans le lait et le lait se transforme dans la couleur. Vous mettez du rouge dans le lait, ça devient un liquide rouge. Donc là, eh ben, qu'est-ce qui produit qu'est-ce qui a le pouvoir de transformer un mot en bénéficiaire? C'est la particule là. Donc en fait, Dominique là, tout simplement. Tout simplement. Donc Béatrice, on va prendre le mot Shingdong, arbre, et l'arbre comme instrument. Aïe, aïe, Shindonki? Bravo, très bien, c'est impeccable. Claire, maintenant on va prendre un lien, donc le génitif, qui est donc le lien entre moi et une pomme. La pomme, c'est quoi déjà? Kushu. Kushu, et puis moi, c'est nga. Ça colle. Donc c'est ma pomme. Ben, c'est pour ça que du point de vue tibétain, c'est juste le lien entre toi et pomme. Donc nga et kushu. Okay. Maintenant, tu les mets en lien. Après, il faut forcément que tu décides de qui va à gauche, qui va à droite. Ça, on est d'accord. Mais à part ça...
Vraiment, j'ai une chance sur deux, mais c'est Kouchou, Agigoui, Na. Évidemment, c'est le contraire. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de là dedans. Il y a nga ki kushu ou éventuellement nge kushu. Mais c'est tout. Oui, mais moi, le génitif, j'ai fait un Ah, oui. ouais, non, mais bon, on est d'accord, Claire. Mais même pour Claire, le génitif existe. Oui. Et alors, pour le coup, ça, tu me dis qui? Mais Alors, ça, alors, alors. alors, le génitif, ça c'est le génitif. Ok? Ah, comme ça, oui. Ah ben c'est toujours comme ça. Ça c'est le génitif. Depuis le début des temps, c'est le génitif. Jusqu'à la fin des temps, c'est le génitif. Ce génitif-là, il est morphologiquement variable. Bah oui. C'est-à-dire que si j'écris ça, Voilà. ok, c'est aussi le génitif. Voilà, c'est lui, moi, dont je parlais. Ouais, ben en fait, Pas devant. en fait, le génitif, il a 5 formes. Donc, que tu dises nge kushu, et ça, c'est la forme agigui. Ok? Ou que tu dises nga ki kushu, c'est exactement la même chose. Ok? Vous vous prenez les pieds, vous vous mêlez les pinceaux. Pourquoi? Parce que vous oubliez tout le temps que ces particules sont morphologiquement variables. Elles sont morphologiquement variables. Et c'est là que je vois que le tibétain, juste, est une langue qui ne fonctionne pas avec les mêmes notions que nous. Pour nous, ça ne veut rien dire morphologiquement variable. Pour nous, les choses, elles sont tellement solides, c'est dingue. Je veux dire, c'est comme si le génitif, c'était une seule forme et pas une autre. Le génitif, c'est 5 formes. Si, justement. Mais je voulais Ah. changer. Moi, je voulais lui mettre un agigoui. Eh ben, tu peux, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de là. Mais j'ai pas dit là, hein. Ah bon? J'ai dit Kouchou, Agigoui, Na. Mais c'était. Très bien. C'était nga. Agigui. Voilà. Mais alors, si tu dis kushu agigui nga, admettons. Ok, moi j'ai entendu la à place de nga. D'accord, c'est pour moi. Non, c'est parfait. Parfait. Kushu agigui nga. Ben, dans ce cas-là, ça veut dire que dans le rapport du génitif, c'est déterminant, on est d'accord? Déterminant plus déterminé. Ça veut dire que ce que vous avez à droite est toujours déterminé par le déterminant. Donc si tu dis kushu agigui nga, ça veut dire que c'est le jeu de la pomme. Tu peux, hein? Oui, mais c'est pas ce qu'on demandait. Non, c'est ça. Mais tu peux dire, hein, c'est le jeu de la pomme. Tu peux dire le jeu de la pomme. C'est assez rare, hein. Mais disons, tu peux, pourquoi pas. En général, c'est plutôt la pomme de jeu. D'accord. Hein? Donc la pomme de jeu, c'est alors la pomme de jeu, c'est nga gigui kushu. Kouchou. Ouais, nge kushu. Mais je suis d'accord, le génitif nous demande il nous demande de réussir à faire le lien, ce qui n'est pas évident, parce que le rapport déterminant-déterminé, parfois, ça bloque un peu. C'est pour ça, prenez des exemples simples. Je vous en ai déjà donné des centaines d'exemples simples de génitif. Il y en a partout. Vous en avez un ici. Je vous en ai repris un ici. Hein? Voilà, ici. Mais je vous l'ai repris à partir du texte. Pakpe che. Ok, vous l'avez à l'écran. Pakpe che. C'est un rapport de génitif. Il y a aussi Charipou. Chari et pou, bien sûr. Bien sûr. Ce qui importe, c'est pour ça que je vous dis faire du repère. Le repère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas de figure où il y a un génitif, vous devez le repérer. Que ce soit dans Charipou, que ce soit dans Pakpeiche, que ce soit dans Nge Kushu, quelle que soit la forme, ça sera toujours X plus X. Et X, ça veut dire n'importe quel mot. D'accord? Mais Martine, tu ne te déprimes pas, s'il te plaît. On est bien d'accord, ça n'a rien, hein, il n'y a aucun découragement à développer. C'est juste trouver, il faut qu'on trouve l'astuce pédagogique qui va débloquer ce qui vous empêche de le comprendre. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Ou plus ou moins trouvé. Pardon?
J'ai une anecdote. Vas-y. Avec Lisiane, on a fait un jeu de cartes. Donc, on a fait des mots et puis des particules. Ouais. Et on s'est amusé sur une table à à changer justement, à mettre les particules avant, après, etc. Ouais. On était à Montchardon et les lamas sont venus voir ce qu'on était en train de faire. Mais ils ont rigolé, mais ils nous ont dit que c'était super de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait des cartes, dessus il y avait des mots, et on jouait avec les mots en plaçant les particules avant ou après, et on se disait ce que ça voulait dire. Absolument. Voilà, c'est tout simple, mais en fait, par ce jeu-là, ça marque les esprits, quoi, c'est tout. Tout à fait. Et c'est pour ça que pour la rentrée, grâce à Dominique, on va trouver un moyen informatique qui va nous permettre de faire des jeux. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je trouve le moyen où je vais pouvoir, à l'écran, je prends la case et je la déplace, je la glisse à gauche, à droite. Il faut que je trouve le truc. Parce qu'il faut vraiment que... je pense que c'est un moyen très très utile. Je sais que Miro nous permet plus ou moins de faire ça, mais il faudrait trouver le moyen. Bref, on trouvera. Mais c'est super important. Vous pouvez, d'ailleurs, vous le faites chez vous. Vous prenez des cartes, vous prenez un carton, et vous écrivez, mais faites-le avec des codes couleurs. Vous prenez 5 cartes, jaune, verte, bleu, n'importe, et vous mettez les 5 formes du génitif. Vous prenez 7 cartes, et vous mettez les 7 formes de là. Et vous prenez 5 autres cartes, et vous mettez les 5 formes du génitif. Faites ça. Et puis ensuite, vous écrivez 10 mots sur un carton. Et ensuite, vous faites ce jeu. Donc, vous avez un génitif dans une main, et puis vous avez le mot, vous le mettez, ça donne quoi? Et puis après, vous changez de carte, ça donne quoi? Est-ce que ça donne la même chose, pas la même chose? On peut tout à fait imaginer le faire ensemble, ce jeu, mais attendez pas. Parce que là, il faut vraiment, ça doit être acquis, quoi. Vraiment. Donc, pakpeche, voilà. Pakpeche, hop. Donc, par exemple, Claire, vu qu'on a un peu travaillé le génitif, quand tu es devant pakpeche, comment tu l'analyses? Pakpeche. Attends, ouvre ton micro parce qu'on t'entend pas. Ah oui, c'est mieux. Je dis, j'ai un génitif après mon pas. Très bien. Après ton pakpa, d'ailleurs, même. Après mon pakpa, d'ailleurs, oui. Ouais. Oui. Très Mais bien. bon. Très bien. Non, mais très bien. Très bien. Et puis, tu as? Oui, donc j'ai le déterminé d'abord et le déterminant après. C'est le contraire. Et encore une fois. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. C'est pour ça que tu dois te donner... Rappelez-vous, je vous ai parlé de mots-clés. Le mot-clé, c'est mots-clés ou groupe de mots-clés. Mots-clés, tu vas te prendre un mot-clé. Ça va s'appeler restaurant chinois, ça va s'appeler j'ai une pomme, ou ma pomme, comme tu veux. Et chaque fois, ce sera ton exemple de déterminant déterminé. C'est-à-dire, tu te prends un groupe de mots et tu te le rives dans la tronche. Pour moi, c'était le thé de Atse, pour plein de raisons. Voilà, Atse, c'était la sœur de la Matonzong, bref. Atse et Tia. Bon, voilà, bon, hop. Ou alors Gami, ça, n'importe. Vous prenez une expression, et pour vous, c'est l'exemple type de génitif. Ça pourrait être pakpétieux, n'importe, c'est complètement égal. D'accord? Mais du coup, chaque fois, tu te dis... Attends, merde, ça va déjà comment? Donc tu reprends ton exemple et tu dis, pour arriver à ça, donc ça veut dire que j'ai déterminé à gauche, déterminé à droite. Et donc déterminant à gauche, déterminé à droite, c'est pakpeche, et ça donne donc quoi? Mais ça donne quoi? Eh ben, donc le déterminant à gauche, le déterminé à droite, et donc tu c'est Dharma. Ouais. Pas, je sais plus. Eh ben ça donne. Je comprends, hein, c'est toujours un peu compliqué. Ça donne. Le Dharma des Aryas. Yes, le Dharma des Aryas. D'accord, ben voilà. Hein, ou tu pourrais dire le Dharma aryique, si tu avais un adjectif. Non, ça veut rien dire. Mais je veux dire, c'est juste que le génitif exprime un lien. Encore une fois, rendons-nous compte que traduire en français, c'est toujours compliqué pour nous.
Mais du point de vue du tibétain, c'est super simple. Parce que du point de vue du tibétain, c'est toujours X plus X. Et on s'en contrefout que ce soit compliqué en français. C'est juste Pakpa et Che. Donc ça veut dire, bah voilà, c'est tout. Ça veut dire le Dharma des Aryas, c'est tout. Moi, j'aurais traduit par le noble dharma. Oui, ça marche très bien. C'est complètement égal. La valeur de X, tu mets ce que tu veux. Si Pakpa, Correct. ça veut dire noble. Oui, avec le génitif. Oui, mais tu vois, c'est La très... partie qui est après est qualifiée par la partie qui est avant. Toujours. Voilà. Oui. C'est pour ça que... Mais c'est très bien ce que tu viens de dire. C'est pour ça qu'on voit la complexité du français. Quand tu dis le noble dharma, tu n'as pas tort. Quand tu dis le dharma des Aryas, tu n'as pas tort. Simplement, dans le premier cas, tu dis noble dharma. Tu le mets dans ce sens. Et dans la deuxième cas de figure, tu dis le dharma des Aryas. Donc, tu mets Arya après. Donc, une fois, tu mets noble avant, une fois, tu mets Arya après. C'est pour ça que c'est compliqué en français. Mais faites pas du français, faites du tibétain. En tibétain, tu t'en contrefous de savoir si c'est le dharma des Aryas ou le noble dharma. Tu dis Pakpe Che. Point. Là, mais on a déjà eu cette discussion. Je vous ai dit, la traduction en français, elle arrive à la fin. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la chose... Quand on fait de la traduction en français, on fait de l'équivalence. C'est-à-dire, on essaye de dire comment est-ce qu'en français, je pourrais dire ce qui est en train d'être dit en tibétain. Mais moi, dans mon travail, dans le nôtre ensemble, on doit comprendre le tibétain. On ne doit pas faire de la traduction. On fera de la traduction un autre jour. Et puis quand on fera de la traduction, ben on verra qu'on pourra dire le noble dharma, on pourra dire le dharma des Aryas, on pourra le dharma des nobles, on aura déjà 3 possibilités. Et puis vous prendrez celle que vous voulez, vous aurez raison. Parce que dans ma tête, quand je dis... Pardon. Vas-y, Patrice. Dans ma tête, quand je dis le noble dharma, c'est parce que je pars de dharma, Ouais. qui va être déterminé par ce qu'il y a avant, donc dharma est noble. Ouais. Le noble dharma. C'est le dharma des nobles. C'est le dharma des nobles. Mais on est complètement d'accord que le dharma des nobles donne le nom dharma. Sauf que, est-ce que l'adjectif, justement, à ce moment-là, noble deviendrait un adjectif, et l'adjectif, il se place généralement après le nom. Dans une construction avec génitif, c'est Ah oui, mais sans qualifiant. génitif, je parle. Ah, mais alors c'est dans une autre construction. Mais Voilà, avec sans génitif. génitif. Non, Sans génitif. mais déjà, on voit bien qu'avec génitif, il faut déjà comprendre. Hein. Donc, avec génitif, qualifiant, qualifié. Oui, je suis d'accord. Déterminant, déterminé. Possédant, possédé. On est tout le temps dans le même rapport. Qualifiant, qualifié. D'accord? On est toujours dans le même rapport. En plus, Dominique avait raison. Pakpe et Che, c'est pas le noble dharma, c'est le dharma des nobles. Mais bon, mais bref, c'est égal. Mais ça, c'est encore une fois un problème français. Ce qui est important, c'est de comprendre le lien. C'est comprendre le génitif fait un lien. Et le lien, il sera toujours de ce type. C'est-à-dire dans un rapport qualifiant-qualifié. Mais c'est très bien ce qu'on est en train de faire ensemble, parce que c'est exactement là où je veux vous amener. C'est-à-dire que ces petites unités de sens nous ramènent au basique. Et ce basique-là, voilà, va falloir le bosser. Mais une fois que vous avez travaillé ce basique, après, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'après, de toute façon, tout ce basique, je ne le sors pas de nulle part. Hein. Ce basique, je le sors de là. C'est-à-dire que le texte est plein que de ça. Que de ça. Donc, dans la méthode, quand je vous dis s'entraîner à épeler, ouais. Ensuite, s'entraîner à lire, oui. Quand je vous dis repérer les particules, oui. Et puis après, vous repérez la structure. Mais d'abord, vous repérez les particules. Mais faites-le vraiment. Et si vous le faites vraiment, après, ça va venir, il n'y a pas de problème. Vraiment. Vraiment. Mais tranquille, hein, y a pas, dans la méthode, il n'y a pas la traduction. Donc, la traduction, elle est juste là pour nous dire, oui, un jour, ça deviendra du français. Ça, c'est vrai. Mais d'abord, regardons comment ça se fait. Très bien. Faites peut-être cette histoire de carte, hein, si ça vous aide. Regardez. Ça peut être sympa. Et puis, je suis sûr que Dominique, elle va nous trouver le logiciel qui permet de faire ça virtuellement. Je te donne déjà la piste, Miro. Va voir un peu du côté de Miro. Qu'est-ce que tu voulais dire, Dominique? Je voulais dire qu'il y en avait d'autres. Il y a Miro, mais il y en a d'autres aussi.
Ah ben déjà, elle a déjà repéré, là. Non, non, mais ça va surfer au mois de septembre. Ça va être excellent. Miro, c'est mirobolant. Ah, c'est mirobolant. Philippe, fallait le faire. Bravo. Excellent. Mirobolant. T'as tout à fait raison. Et ça, c'est aussi un bon moyen mnémotechnique. Non, mais on a fait un joli boulot. Essayez vraiment de vous prenez la base du support que je vous ai dit aujourd'hui et essayez vraiment de vous dire, ok, donc il s'agit de ça. Hein, de vraiment faire que ce sens des particules apparaisse. Ouais, Je suis Fabien. désolé de revenir là-dessus, mais sur le point de départ qui était la main, Oui, donc la paye, la qui, la, mais en fait, si on fait ces jeux avec la ouais, main, ouais. on est obligé d'avoir autre chose. Enfin, faut rajouter quelque chose de la main. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Donc par exemple, tu prends main et tu prends arbre. Hein? d'accord. Shingdong et lakpa. Et puis tu mets un génitif. Vas-y. Alors, la paye Shindong, Très bien. ça fait quoi? Parfait. Ça ferait, Ça fait quoi, lakpa Shingdong? c'est la. Non, non, alors la paye Shindong, c'est la main de l'arbre, non. Ouais, très bien, c'est très juste, c'est la main de l'arbre. Et la Kishindong, c'est la main. Alors, c'est la main sur l'arbre, déterminer la main. Non, non, alors attends. Lakpe Shingdong ou lakpa Ki Shingdong, si c'est le même génitif, c'est le même sens. Hein? Ah, ok. Hmm. La pa Non, non, Kishindong. alors attention. Le génitif, il a 5 formes. Le sens, c'est le même. Le même, le même, le même, le même, le même. C'est 5 fois le même. D'accord. La forme n'a aucun sens. Quoi, je veux dire, la forme n'a aucune importance. Oui, ça c'est bon. Et d'ailleurs, vous Et pouvez la vous tromper de forme, ça n'a aucune importance. Vous pouvez pas vous tromper de particules, mais vous pouvez vous tromper de forme de particules. Hmm. Et puis ensuite, si c'est l'ACPA avec un ergatif ou un instrumental, ça donne quoi avec Shingdong? Non, mais c'était pas justement ce qu'on vient de faire, la Ki Shindong, ça c'est l'instrumental. Mais alors dans ce cas, ça donne quoi? Alors, la Ki Shindong, C'est l'ACPA qui, hein? L'ACPA qui, c'est pas l'ACPA. la C'est Pa l'ACPA. Le Ki. mot, c'est l'ACPA. Hein? L'ACPA Ah, qui. d'accord, oui, pardon. La Pa Ki Shindong, Ouais, et si c'est un euh, instrumental, c'est quoi? c'est la main sur l'arbre. Ouais, c'est la main qui va faire quelque chose. C'est pour ça qu'en français c'est compliqué. Parce que du coup, ben, c'est la main sur l'arbre, c'est la main qui va faire quelque chose vers l'arbre, c'est la main qui va couper l'arbre, j'en sais rien. Mais en tibétain, ben, lakpa ki shingdong. Pa Ki Shindong. Lakpa ki shingdong, ben voilà, la main va, je sais pas, brûler l'arbre, va couper l'arbre, va raboter, n'importe quoi, n'importe quelle action. Mais ce qui est important, c'est de sentir que ton lakpa, quand tu mets un ergatif instrumental, eh ben voilà, mais quand tu mets une particule oblique, lakpa là, ben voilà, ben c'est vers la main. C'est vers la main dans le sens où lakpa devient le bénéficiaire. Et simplement parce que tu as changé de particule. D'accord? Ok. Bon, ben voilà les amis. Eh ben on va y arriver quand même. On va y arriver, mon Dieu, on va y arriver, c'est pas possible, on va y arriver. Non, mais on va y arriver. Ça sera grâce à Miro, Bolan ou n'importe quoi, mais on va y arriver. Ou grâce à vos petites cartes, mais on va y arriver. Et puis, essayez vraiment, en termes de méthode, je vous le rappelle, mais en termes de méthode, c'est très simple, mais vraiment faites-le. Épeler, lire, repérer. Déjà, c'est pas mal. Hein, vraiment. Ok. Et puis, servez-vous du support pour essayer de voir comment ça se construit. Ok? Voilà. Yes. Forza, Martine, tout à fait. On va terminer avec une dédicace. Sonam deye tamje zingpa ne tomne nyepe dranam pamje ne kiega na che bolab tupai sipe tsole drowa drolwarai. Merci
beaucoup